On a acheté une GT2, la 997, peut-être la plus connue de tous les temps. Dès qu'on la sort, c'est n'importe quoi, tout le monde la reconnaît. Je m'appelle Maxime, vous me connaissez peut-être sous le nom de l'M911 sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vous raconte la fameuse GT2 Camper. Cette vidéo vous est proposée par Schumacher. Aujourd'hui, on s'attaque au Powerbank et Jump Starter. Ce petit truc m'est terriblement utile pour deux raisons. Un, un problème avec ta voiture, tu peux la démarrer une bonne fois, ça dépanne toujours. Petite lampe de nuit, vous savez, hein, avec la tente de toit à l'aventure, c'est toujours nécessaire. Et je peux charger mon téléphone. Je suis créateur de contenu, que ce soit moi ou Armand. On utilise tout le temps notre téléphone pour vous partager nos aventures. Et avec ça, on peut se câbler, recharger notre tel ou même à induction. Il y en a un plus grand, il y en a un plus petit. Un petit conseil d'expérience, il en faut un dans la voiture. Il y a le lien en bio, faites-vous plaisir et moi je vous laisse avec votre épisode d'autostop. Si on a, pendant tout le fond on a les gouttes mec, ça me fume. Après c'est régulier donc ça va. Avec mon père, on s'est dit que toutes les Porsche allaient passer à l'électrique, qu'on arrivait dans une période automobile pas fameuse pour les puristes Porsche en tout cas ou même les puristes tout court. C'est maintenant ou jamais, on achète une GT2 ou une GT3 RS. GT2 RS 997, on n'avait pas le budget. On ne voulait pas passer plus loin que 2010, donc c'est-à-dire 997. GT2, GT3 RS, c'était un peu les mêmes prix à l'époque. Moi, je vous parle de pré-Covid, donc on est avant 2019. On trouvait des GT3 RS pour 120 000, des GT2 pour 130, 140, plus ou moins. Il faut savoir qu'à l'époque, une GT2 à prix catalogue, c'était 190 000. Elle sortait toutes à 200 000 minimum, parce que les baquets, c'était déjà 7 000. Donc voilà, on arrive très vite avec les options à 200 000. Et donc on se dit, voilà, moi j'aime toujours acheter une Porsche en dessous du prix neuf de l'époque. Parce que ça va souvent y retourner. Donc voilà, on est avec un budget entre 120 000 et 150 000 pour trouver soit une GT3 RS orange ou Green Viper, soit une GT2. On se laisse découvrir ce qu'il y a sur le marché. On cherche, on regarde beaucoup de vidéos, on cherche pendant un an facile. Moi, je suis sur tous les groupes Facebook de toutes les Porsche, tous les bazars, les forums, Renlist, la totale. Je vois une annonce sur un groupe Facebook français, Porsche GT2 à vendre. J'ai encore l'annonce, je crois, en screenshot. Porsche GT2 à vendre, ligne à Krapovic, une préparation GT2 RS, donc 600 chevaux au lieu de 510, je crois, ou 530, un truc du genre d'origine. Et je dis, ok, c'est sympa. Et donc là, je commence vraiment à me renseigner. GT2, c'est quoi précisément? On sait que c'est rare, mais voilà. GT2, c'est 1242 exemplaires. Genre c'est moins que la Carrera GT. La Carrera GT c'est 1270 et des. Plus rare que la Carrera GT, plus rare que la GT3 RS de ces générations-là. Quand c'est sorti, c'était la 911 la plus puissante jamais faite par Porsche. La 911 la plus chère jamais vendue neuve par Porsche. La première 911 avec un launch control, on est en boîte méca, il y a un launch control. C'était la voiture avec les records de vitesse. C'était un truc de fou. C'est sorti, c'était une machine. Ça s'appelait encore la Widowmaker. Les gens avaient peur de cette voiture. Il n'y a pas beaucoup de monde qui osait. C'est peut-être pour ça qu'elle ne s'est pas vendue, c'est parce que les gens n'osaient pas. Et donc, on fait waouh, ça coche quand même beaucoup de cases. C'est beau, c'est rare, c'est pas cher pour l'instant. C'est mythique, ça fait peur, c'est pas très connu. Et la différence, quand même, c'est les turbos évidemment. GT3 RS, on est en atmosphérique. GT2, on est en turbo. Avec mon père, on est assez puriste, on dit ce qu'on veut des turbos. C'est un mélange entre puissance et confort. On n'a pas un arceau de fou comme sur une GT3 RS. Mais on peut avoir une GT2 Club Sport avec arceau évidemment. Donc, je retrouve donc cette annonce sur Facebook. Le soir même, j'appelle, je pose quelques petites questions, etc. Je reçois des photos, elle était noire, intérieur noir, Alcantara, classe, tranquille, on peut faire ce qu'on veut qu'un covering, on a une chouette base. Je la montre à mon père, il me dit ah, très bonne idée, franchement elle est bien, etc. Je pars bosser le lendemain. Mon père m'appelle, il me dit ouais, je viens de parler 15 minutes avec le vendeur de la GT2 là en France que tu m'as trouvé hier soir. C'est bon, c'est fait. Comment ça c'est fait? On ne l'a pas vu, on ne l'a pas analysé, on n'a pas eu de rapport Porsche 111 points où ils analysent tout pour te dire que c'est OK, on n'a pas fait d'analyse de peinture, on n'a pas vérifié l'historique. J'ai même pas appelé mon contact chez Porsche pour qu'il me lise le VIN et qu'il me dise si elle a été accidentée, s'il y a quoi que ce soit. La GT2 la moins chère que j'avais vue, c'était 125 000 €. Elle avait 120 000 km. Ici, elle a 48 000 km, elle était annoncée à 120 000. Donc on pourrait se dire qu'il y a une arnaque, qu'il y a un problème ou que c'est une turbo modifiée avec un kit GT2. Et donc mon père me dit non, c'est bon, le gars c'est un bon, je lui fais confiance. Alors effectivement, il s'est avéré que c'est un vendeur très réputé dans le sud de la France,
s'il nous vend et qu'il nous arnaque, il met sa réputation en jeu. Donc sur ce principe-là, mon père dit, on lui fait confiance. Ok. Ok, je peux rien dire. Bon, voilà. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut acheter une voiture. S'il vous plaît, n'achetez jamais une Porsche de cette manière. Même moi, je ne sais pas encore si on a fait un bon achat. On n'a rien fait. On a vu l'annonce, on a fait la voiture est cool, on vous l'achète. On l'a fait, voilà. On prend le camping-car, le plateau, on descend, on fait Belgique, sud de la France en un jour. On voit la voiture. Et il faut savoir que juste avant de partir, au moment où on dit au gars, bon ok, on vous la prend, mais on démarre demain. Et là, le gars dit, ouais, attendez. Parce qu'il y a un truc, je dois vous avouer, que j'ose pas montrer sur la voiture. Comment ça, il y a quelque chose que tu n'oses pas montrer sur la voiture? En fait, elle n'est pas noire. Okay. Il nous envoie 2 photos miteuses de la voiture vert foncé. Je vois, c'est dégueulasse ce truc. J'envoie ça à mon père et je lui dis, écoute, on le retire, on s'en fout quoi. Tant pis. Au pire, on fait signer un truc comme quoi, quand on le retire, si la peinture est dégueulasse, on a une réduction où on peut lui rendre la voiture. Donc on s'en fout, on démarre. C'était vraiment moche hein, sur les photos. On arrive, on voit la voiture. Pouah, comme ça quoi. C'est insane, c'est trop bien. Ce truc camouflage avec relief, le vert mat, c'est pas comme sur la photo, ça rend super bien. Ok, le gars la démarre. Les turbos qui fument et tout ça. L'embrayage, j'ai jamais testé un embrayage aussi dur de ma vie. Non, t'essayes l'embrayage. L'embrayage, t'as vu sur l'embrayage? Ouais, vas-y. À fond? Ouais, vas-y, essaye d'aller à fond. Bah attends. Plus dur que la Carrera GT, c'est plus dur que la GT3 RS. Chez Porsche, j'ai pas encore connu un embrayage aussi dur. Tout ça pour dire, on remonte avec la voiture. Situation actuelle, la voiture est posée sur le sol. Genre posée. La remorque est à 1 mm de large. Ouais. Haha, yes. Elle sonne. C'est bon, elle est à nous, on a acheté une caisse, on n'a rien vérifié. Vraiment, c'est genre, au fur et à mesure qu'on va rouler la voiture, on va la découvrir. Que ce soit parce que c'est violent et que j'ai jamais roulé un truc aussi puissant, ou que ce soit parce que, ça se trouve, on va avoir plein de problèmes mécaniques et autres. Bienvenue en enfer. Ah, les enfers, j'ai jamais roulé avec. Les mecs, j'ai pas été loin. Ah ouais, et la patate. Mec, ça va trop vite, j'ai peur. La vérité, j'ai peur. J'ai peur, mec. On fait notre petite vie. Je fais voilà, mon annonce sur les réseaux sociaux pour dire qu'on a acheté cette voiture avec mon père. Je vais la déposer chez Autotopenel. Et là commencent un peu les premières aventures de cette voiture. Oh! This is a wild animal! Oh my god! Autotopenel, ils font des tests de vitesse sur Autobahn en Allemagne. On le rapporte, ils disent on a essayé plus de 1000 voitures, elle est dans notre top 5. Je fais wow! Ils nous disent voilà, on a pris 3,25, mais il y avait des voitures, le compteur va à 3,50, je crois qu'on peut toucher 3,50 avec la Prépacta. Sur le retour, je me dis c'est le moment! Petite pointe de vitesse, GT2, Widowmaker, quitte à mourir, autant mourir jeune. Mec, mais c'est trop facile! On prend 3,20. 3,20, facile. Juste avant 2,90, je rentre seulement la 6e. Un truc de malade, cette voiture est folle. On rentre, on fait notre petite vie, on n'a pas encore fait l'entretien, on n'a pas vérifié les freins, on n'a rien fait. On est très très stupide, il ne faut pas faire ce qu'on fait. Hein. Et puis arrive un pote qui m'envoie un message, un concours pour gagner une tente de toit. Je fais ok, ça peut être fun, moi j'aime bien partir à l'aventure, pourquoi pas, sur la Macan. Je participe au concours et tu sais, je commence à me renseigner un peu plus dans les détails sur la GT2, on va faire vérifier les freins, etc. Et je vois qu'il y a les accroches sur le toit. Et en fait, je me renseigne et je réalise qu'à l'époque, ils produisaient les mêmes toits pour toutes les voitures. C'est-à-dire que sur une GT3, une Carrera, une GT2,
une GT3 Cup, une RSR de course, il y avait les fixes pour les barres de toit. Donc là, on peut prendre la RSR qui a gagné Le Mans ou les 24 heures de Sebring ou de Daytona en 2007. On peut mettre une tente de toit sur la RSR qui a couru en championnat. Et ça, c'est beau. Donc je me rends compte de ça, je dis ok, si je gagne ce concours, ce serait marrant qu'on mette la tente. En plus, la tente est verte, on la met sur la GT2 verte, ça peut être marrant. Je ne gagne pas le concours, évidemment. Je leur envoie un petit message sur Insta, je leur dis hey, écoutez, j'aimerais bien essayer sur ma voiture, c'est un peu improbable, est-ce que vous pensez qu'on peut essayer ça? Ah, trop chaud, vas-y, tu nous fais du contenu, tu nous tags. Je dis ok, let's go. J'organise un road trip avec les potes, on fait la côte aux Pays-Bas. 3 jours, ciel bleu en hiver, il faisait -1, il gelait, pas très intelligent comme move. Tout ce que je fais dans cette vidéo, il ne faut pas le faire. Ciel bleu, -1, on n'est pas équipé, on ne sait même pas ce que c'est de dormir en tente sur une voiture. On part, il gèle tous les soirs, par contre c'est ciel bleu tout le temps. On fait lever de soleil, coucher de soleil, lever de soleil, coucher de soleil, à faire que du contenu. On dormait l'après-midi. On se dit, waouh, la claque, c'est trop beau, c'est trop bien, je veux faire ça. On commence à poster ça, et là, on ouvre la tente une fois en vidéo, 5 millions de vues. On ouvre la tente une deuxième fois, 2 millions de vues. On installe la tente, on la démonte, 700 000, 800 000 vues, et ça part, Je crois que ce mois-là, on était genre facile à 30 millions de vues en un mois. La marque, il commence à vendre des tentes, à louer des tentes. Je croise des gens qui vendent des Porsche depuis la France en Belgique pour acheter des tentes chez eux. Ça prend une dimension qu'on n'avait pas du tout imaginée. Et donc, je continue à faire ça, moi. On commence à partir à l'aventure avec Armand, etc. Et s'il y a un truc, je crois qu'on se rappellera toute notre vie et qu'on se dit qu'il y a peu de gens qui l'ont fait, c'est la première fois qu'on va au Mans Classique. Là, les amis, là, c'est dans les choses que je vous conseille de faire. C'est la seule chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller au Mans Classique. On y va pour la première fois, c'est les 99 ans du Mans Classique. On se gare en dehors du circuit le premier jour, on déballe la tente, GT2, tranquille, on dort. Le lendemain matin, c'est comme s'il y avait une foule devant nous. T'as une voiture, elle s'arrête, elle vient voir, elle fait oh, trop bien. Une deuxième voiture s'arrête, oh trop bien. Des Anglais, ils s'arrêtent, trop bien. Un gars qui a des Koenigsegg en Angleterre qui s'arrête, que Armand reconnaît, qui est assez connu là-bas. Il s'arrête, il dit oh trop bien votre voiture, etc. Là, on commence à prendre une petite claque. Il faut savoir que juste avant d'aller au Mans, j'ai fait un tournage pour M6, pour l'émission Turbo, pour me présenter ce que je faisais, mes aventures avec la GT2. Vacances. Tes parents, ils en pensent quoi, tes amis? Bah, tout le monde dit que je suis un peu fou. Accro au bitume des circuits. Il n'était pas encore sorti. Et donc voilà, on est au Mans, on fait notre vie, etc. Puis on a la chance, grâce à un pote, One Day One Car, de pouvoir dormir au bord du circuit. La tente était à 10 cm du vibreur et les voitures passaient la nuit. Un truc de fou. On dort la première nuit là, trop bien. Le lendemain matin, on voit que le circuit est ouvert. On voit une Testarossa y aller pour prendre 2-3 photos. On se dit, faisons de même. On se retrouve sur la ligne droite de départ des 24 heures du Mans, au milieu du circuit, à ouvrir la tente et à faire un shooting photo. Tranquille. La sécurité arrive, voilà, le gérant de l'organisation du Mans Classique qui vient, il dit ouais les gars vous avez une autorisation, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dis ah ouais non c'est vrai etc. Par contre j'adore, allez faites vos photos et puis partez. Le grand patron nous dit ça, donc nous on en profite, on se dit parfait, on va un peu se déplacer, on va faire au mieux. On fait nos trucs, on fait notre vie, on revient au stand où on peut dormir avec la tente au bord du circuit. Et là mon pote de One Day One Car me dit ouais la sécurité est arrivée, il demandait où est la voiture verte. Ils ont dit qu'ils voulaient vous éjecter, vous avez accéléré, vous avez roulé sur le circuit sans autorisation, etc. Je fais, c'est bizarre quoi, j'ai vu le patron. Il m'a dit ok, prends tes photos, va-t'en. Donc la sécurité repasse après, on les croise, on leur explique, c'est pas nous, il y avait une Porsche verte qui accélérait à côté de nous quand on prenait les photos. Genre à un moment ils sont énervés, j'ai dit ok, allez voir les caméras, parce que moi j'ai rien fait, j'ai ouvert ma tente et j'ai vu ton boss, il m'a dit oui. Bon, quoi, stop. Ils sont plus jamais revenus. Je pense qu'ils ont vu que c'était quelqu'un qui faisait des accélérations et que c'était pas nous. Mais on n'était vraiment pas bien parce qu'ils ont vraiment menacé de nous éjecter, de bannir, etc. du circuit. Donc c'était chaud. Le jour, le dimanche, où il y a le plus de monde au Mans Classique, à 11 h du matin sur M6, qu'est-ce qu'on voit? L'M911 en GT2 Kemser. Vous l'aurez compris, Maxime nous vient tout droit de Belgique. Son concept? Partir en camping sauvage en Porsche 997 GT2. Vous pensiez cela impossible? Eh bien lui l'a fait. Le même jour, c'est le jour où il y a le plus de monde du Mans Classique. Je pense que ce jour-là, il y a beaucoup de monde qui ont vu cette GT2
Et c'est à partir de ce jour-là que ça a changé. Genre quand on est reparti du Mans, les gens s'arrêtaient, nous taguaient, nous faisaient des pouces vers le haut. On va manger avec Armand un truc, on revient, il y a genre 7-8 personnes autour de la voiture, au milieu du parking. On fait « Ah, c'est vous qui êtes passé à la TV, ah, on vous a vu au Mans, ah, on vous a vu sur TikTok ». Genre la voiture, c'était une star d'Hollywood, un autre level à partir de ce jour-là. On continue à faire nos aventures. Porsche, AG, l'usine, me contacte en disant « Voilà, on veut que tu deviennes ambassadeur pour la 997. On veut que tu continues tes aventures avec le matériel Porsche ». Il nous apporte une tente de toit officielle Porsche, les barres de toit. La console centrale, il la change pour qu'on ait Apple CarPlay. Je crois que j'étais une des premières personnes au monde à posséder la tente Porsche parce que je crois que seulement 6-7 mois après, elle était seulement en vente. Donc j'étais un des premiers au monde à avoir cette Porsche. De nouveau, boum, les gens voient que c'est une tente Porsche, etc. Un truc de fou. Et puis on a continué au final. On a fait le sud de la France, les Pays de Galles, l'Angleterre, une partie de l'Italie, les Pays-Bas. J'ai bien roulé avec, bien voyagé. Ça va continuer. Pas longtemps malheureusement parce que le covering va devoir disparaître. Parce qu'il a 5 ans, il va falloir le changer. C'est la dernière année de la GT2 comme elle est. Et si je peux vous dire une chose, c'est profiter de votre voiture de la manière dont vous avez envie. Mais si vous achetez un truc qui vaut de l'argent, n'achetez absolument pas comme moi et mon père. Parce qu'on a fait n'importe quoi. Et donc, ce qui est marrant, c'est que maintenant, à partir de ce jour-là, dès qu'on sort la GT2, les gens la reconnaissent. Mon père, il adore rouler les voitures aussi. Il les achète pas pour les regarder. Et il roule souvent la GT2. Le nombre de gens qui me disent « Ah, j'ai fait une vidéo de la GT2, mais c'était pas toi dedans, j'ai pas compris. » Mon père, genre, il va chercher des croissants le matin. Il revient, il y a des gens devant la voiture. Il est où l'M ? Ah je suis son père. Sorry, I miss dad. Que de belles anecdotes et c'est la dernière année, il faut en profiter parce qu'après, ce ne sera plus la même chose. Même si j'ai une belle surprise pour vous. Just a moment.